Je salue à mon tour l'arrivée de François Dufour parmi nous. Et comme vous l'avez vous-même fait, je souhaite adresser mes premiers mots aux familles des salariés de l'entreprise de maintenance qui ont péri dans l'explosion de l'usine CEPOL à Dieppe samedi, ainsi qu'à leurs collègues évidemment très choqués. Notre collectivité doit apporter sa solidarité en actes et je suis convaincue, Monsieur le Président, que vous aurez à cœur de mobiliser la région pour l'avenir des salariés, de leur activité et de celle du port de Dieppe. Monsieur le Président, je vous ai proposé, en vous écrivant un courrier il y a quelques jours, d'inviter la directrice générale de l'Agence de santé en Normandie à une prochaine assemblée plénière. L'ARS, vous le savez, est en train de finaliser le projet régional de santé et nous ne pouvons évidemment pas y être indifférents, d'autant que la région devra formuler un avis sur ce PRS. Chacun sait que dans bien des domaines, les indicateurs de la santé des Normands sont dans le rouge. Nos hôpitaux publics sont soumis depuis des années maintenant à des restrictions budgétaires et à des diminutions de personnel intenables. Les déserts médicaux avancent, faute de généralistes et de spécialistes. Et le zonage réalisé par l'ARS pour déterminer les bassins de vie qui bénéficieront de soutien public à l'installation de médecins est proprement incompréhensible. On nous explique qu'il a été déterminé à partir de l'indicateur d'accessibilité potentielle localisée. Bienvenue dans le nouveau monde jupitérien où l'on fait tourner les algorithmes pour aménager le territoire. Mais à Bolbec comme à Fécamp, pour ne citer que ces exemples, la vraie vie est tout autre, avec des délais de plus en plus longs pour obtenir un rendez-vous, avec des centaines d'habitants qui se retrouvent sans médecin traitant et sont contraints de se rendre aux urgences de nos hôpitaux déjà engorgés, avec des médecins qui n'en peuvent plus face à l'accroissement de leur patientèle. L'ARS se réjouit d'avoir classé en zone prioritaire 23,1% de notre population, élégamment désignée comme le vivier régional de ces statistiques, mais ce sont en réalité 90% des Normands qui vivent dans des territoires déficitaires en médecins, comme vient de le rappeler l'Union régionale des médecins libéraux. Et ce n'est pas en développant une concurrence malsaine entre territoires, en classant cette année l'un en zone déficitaire pour le déclasser l'année suivante au profit d'un autre, que nous parviendrons à solutionner les problèmes de démographie médicale, mais en soutenant dans la durée, avec une vraie lisibilité, les territoires qui prennent des initiatives qui mettent parfois des années à aboutir. Ce zonage doit être revu sans attendre. Voilà, entre autres, ce qu'il faut exiger de l'ARS. Dans ce contexte, nous regrettons, et nous aurons l'occasion de le développer tout à l'heure, que le plan régional des formations sanitaires et sociales ne soit pas plus ambitieux. Pour répondre à l'exigence d'un salarié ou d'un agent par résident dans les EHPAD, conformément aux préconisations du plan Solidarité Grand Âge de 2006 et aux légitimes revendications des personnels, des familles, des directions d'EHPAD, il va falloir quasiment doubler le nombre de personnels dans ces établissements. La responsabilité n'incombe pas à notre seul conseil régional, bien évidemment. Mais alors que la colère gronde dans ce secteur, nous ne pouvons pas en rester à un plan que je qualifierais de plan-plan. Il faut rendre attractifs les métiers médicaux, paramédicaux, de la rééducation, etc., dont nous avons besoin pour faire face aux grands âges et à la dépendance. Et nous proposons que la région initie un plan de relance de ces formations à l'image de ce que vous avez décidé pour l'apprentissage. En matière d'apprentissage, nous nous attendions à des mesures graves de la part du gouvernement. Eh bien, c'est pire. Privatisation qui, plus que de revaloriser l'apprentissage en lui donnant toute sa place au sein des politiques publiques, va en réduire l'intérêt en restreignant le diplôme obtenu à la seule entreprise qui l'aura délivré. Pilotage par les branches professionnelles, par les seules branches professionnelles, au risque d'aggraver les fractures territoriales, disparition de formations que les chambres des métiers et de l'artisanat, par exemple, dispensaient avec le soutien des conseils régionaux, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, mise à mort des lycées professionnels, extension de l'apprentissage jusqu'à 30 ans, ce dont certains ne manqueront pas d'abuser, voyant là un moyen de faire travailler la jeunesse jusqu'à 40 heures hebdomadaires pour un salaire inférieur au SMIC. Voilà le menu. Mais nous ne comprenons pas dans ce contexte, et après la fronde dont vous sembliez vouloir prendre la tête face au gouvernement, que vous nous soumettiez une carte des formations où 85% des places ouvertes pour la rentrée 2018 le seront dans la voie de l'apprentissage. Nous aurons également l'occasion d'y revenir. Je ne peux terminer cette intervention sans la situation des transports ferroviaires.
notre région et l'Île-de-France ont connu un épisode neigeux, rien de vraiment exceptionnel en hiver. Et il est inadmissible que cela donne lieu à une dégradation du service telle celle que nous connaissons depuis la semaine dernière, puisque 27 trains sont supprimés quotidiennement sur nos lignes et que cette situation devrait perdurer jusqu'à jeudi. Il est indispensable de redonner des moyens matériels et humains à la maintenance des trains et des voies. Et faut-il vraiment revendre les automoteurs actuellement laissés à l'abandon dans la gare de Caen? Convenablement entretenus, ces matériels pourraient être mis en circulation et pallier l'immobilisation temporaire de matériel par les intempéries ou par quoi que ce soit d'autre. Indispensable aussi de mieux calibrer les trains pour que plus aucun voyageur n'effectue son trajet debout. Indispensable de mettre fin à la fermeture des guichets. Usagers et élus locaux se mobilisent toute la Normandie pour le maintien d'une présence humaine et les dysfonctionnements que nous connaissons actuellement renforcer cette exigence. C'est beaucoup plus utile à mes yeux que les portiques installés à Saint-Lazare, dont je ne vois toujours pas à quoi ils servent réellement. Sans attendre la LNPN, dont le calendrier, vous l'avez rappelé, nous projette dans un futur lointain et très incertain, le service public doit être défendu et modernisé. De ce point de vue, le rapport de Margaret Spinetta ou de Jean-Cyril Thatcher, je ne sais pas trop comment il faut l'appeler, est d'une extrême gravité. Il préconise l'accélération de l'ouverture à la concurrence que vous appelez vous-même de vos vœux. Je ne sais pas si nos concitoyens mesurent ce que signifierait concrètement la libéralisation des chemins de fer. Face aux dégradations continues du service public, certains pensent même peut-être que cela amènerait des améliorations. Eh bien, imaginez un salarié normand qui travaille par exemple à Paris. Appelons-le Hervé, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, Monsieur le Président. Hervé devra jongler entre les différents opérateurs qui exploiteront les lignes ferroviaires. Enfin, celles qui sont rentables, parce qu'on voit qu'avec la couverture téléphonique ou numérique, que tout ce qui n'est pas juteux reste à la charge des collectivités. Avec la libéralisation, Hervé pourra avoir un abonnement avec un opérateur pour son train du matin, un autre pour celui du soir, mais il ne pourra plus bénéficier de la flexibilité permise par l'opérateur public unique qu'est la SNCF. S'il quitte son boulot un peu plus tôt que prévu, il ne pourra pas prendre le train précédent affrété par l'opérateur X, son abonnement du soir le contraignant à n'emprunter que les voitures de l'opérateur Y. Les prix auront sans doute baissé, ils seront même très attractifs, du moins au début, car les opérateurs se livreront à une concurrence sans merci pour gagner des parts de marché. Mais rapidement, ils augmenteront, comme en Grande-Bretagne où le prix des billets a explosé de 27%. Et puis, Hervé devra débourser un supplément de 5 € s'il veut avoir accès à la prise électrique, de 6,50 € s'il veut la Wi-Fi, ou encore de 20 € pour son bagage qui excéderait 10 kg. Et souhaitons qu'Hervé ne vive pas à proximité d'Yvetot ou dans une de nos villes moyennes parce que le train ne s'y arrêtera plus. Et comme sa région a décidé d'assumer ce qui est de la responsabilité de l'État et de l'opérateur public national, elle n'aura plus les moyens de faire circuler les TER. Il devra prendre un bus s'il veut aller se promener à Cabourg. Un bus qui doublera des dizaines de camions sur sa route si le gouvernement décide de suivre les recommandations de Jean-Cyril Thatcher qui vise à transporter les marchandises par la route au lieu du rail, au mépris des enjeux environnementaux, climatiques et de sécurité routière. Souris, puisque c'est grave, dit une chanson, c'est mon parti pris. Mais ne croyez pas un seul instant que nous laisserons cette logique abîmer la Normandie. Pour terminer, je souhaite alerter sur les conflits qui se développent en Normandie, du monde universitaire aux missions locales, en passant par les acteurs des politiques publiques en direction de la jeunesse, du milieu culturel au tissu associatif qui subit des coupes de subventions, aux associations porteuses de monnaie locale, en passant par les usagers des gares, je l'ai évoqué, des personnels des lycées, aux agents de la région mobilisés il y a quelques jours pour défendre leurs conditions de travail et leur rémunération. Au lieu de rassembler les Normands, vous multipliez les mécontents. Le quotidien des Normands doit être une priorité parce que la Normandie n'a pas seulement une vocation marketing. Je vous remercie.